bienvenue sur notre chaîne, votre rendez-vous avec l'inexplicable. Je suis Pierre, et aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui va vous glacer le sang. Vous connaissez tous la saga Conjuring, ces films d'horreur qui nous font sursauter dans nos fauteuils. Mais si je vous disais que la réalité dépasse largement la fiction, que feriez-vous? Cette histoire vraie va vous révéler des détails que même Hollywood n'a pas osé montrer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir changera votre perception du paranormal pour toujours. Tout commence en hiver 1971. Voici la famille Perron, une famille américaine ordinaire en apparence. Roger, le père, camionneur de profession, souvent absent sur les routes. Caroline, la mère au foyer qui s'occupe de leur tribu de 5 filles. Andrea, Nancy, Christine, Cindy et la petite dernière, April. Leur rêve était simple, quitter leur petite maison étouffante pour un endroit spacieux. Un endroit où leurs 5 filles auraient enfin de l'espace pour grandir. Une maison avec un grand jardin, loin du bruit de la ville. Le rêve américain, classique, en somme. Après des mois de recherche, ils trouvent enfin leur perle rare dans la ville rurale d'Harrisville, Rhode Island. C'était la ferme Arnold. Sur le papier, cette propriété était la solution à tous leurs problèmes familiaux. Une immense bâtisse du XVIIIe siècle, 14 pièces, 80 hectares de terrain. Pour la première fois de leur vie, la famille Perron avait de l'espace vital. L'affaire est conclue rapidement. Et au moment de signer les papiers, quelque chose d'étrange se produit. L'ancien propriétaire leur donne un seul et unique conseil mystérieux. Une phrase qui, avec le recul, aurait dû être un signal d'alarme rouge. Laissez les lumières allumées la nuit. Si cette histoire vous captive déjà, imaginez ce qui vous attend dans la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Votre soutien donne de la force à notre chaîne pour continuer à vous raconter ces histoires extraordinaires. Honnêtement, personne n'aurait pris ce conseil au sérieux à l'époque. Pour Roger et Caroline, le vendeur était juste un peu excentrique. Ils emménagent quelques jours plus tard, sans se douter que leur vie paisible allait basculer. Pour la première fois de leur existence, les 5 filles Perron ne se marchent plus dessus. Chacune a enfin sa propre chambre personnelle, ou du moins son propre espace. Les grandes, Andrea et Nancy, s'installent à l'étage supérieur. Les plus jeunes transforment le rez-de-chaussée en immense terrain de jeu. Les journées sont rythmées par les rires d'enfants qui courent à travers le terrain. Elles explorent la vieille grange abandonnée, jouent au bord de la rivière. Caroline peut enfin avoir le grand potager dont elle a toujours rêvé. Roger, quand il n'est pas sur la route, passe son temps à rénover cette bâtisse dont il est fier. La vie est simple, paisible, une vraie carte postale familiale. Mais bien sûr, nous ne serions pas là si cette histoire s'arrêtait à ce bonheur parfait. C'est dans cette sérénité apparente que les premières bizarreries commencent à s'infiltrer discrètement. Un parquet qui craque, une porte qui grince, des bruits normaux dans une vieille bâtisse. Le premier phénomène qui fait vraiment tiquer Caroline, c'est cette histoire de balai. Elle le laissait toujours au même endroit dans la cuisine. Et régulièrement, elle le trouvait dans un endroit différent. Le plus étrange, c'est qu'il y avait parfois un petit tas de poussière à côté, comme si quelqu'un avait passé un coup de balai. D'autres choses vont s'ajouter, des choses plus dérangeantes, des petits bruits de pas, une légère odeur de fleurs subtiles. Les plus jeunes de la famille se mettent à parler à des amis invisibles. Elles décrivent des esprits d'enfants gentils.
et une présence maternelle qui vient les embrasser sur le front la nuit. La petite famille s'amuse de ces bizarreries paranormales. Elle vit en quelque sorte une colocation spirituelle, avec des esprits qui semblent bienveillants. Mais petit à petit, l'ambiance change. Les bruits de pas à l'étage deviennent plus lourds, plus insistants. Les odeurs de fleurs sucrées sont remplacées par une puanteur de marécage, de chair en décomposition. Les objets commencent à bouger seuls. Plus seulement le balai, mais les jouets des filles sont retrouvés partout dans la maison. Un jour, ils découvrent même une chaise renversée en plein milieu d'une pièce. Les phénomènes deviennent beaucoup plus personnels. Les filles commencent à se plaindre qu'on leur tire les jambes pendant leur sommeil. Caroline sent une présence glaciale la frôler dans les couloirs. Le charme de la cohabitation commence sérieusement à s'effriter. La curiosité laisse place à une inquiétude grandissante. C'est là que commence la routine la plus terrifiante. Tous les matins, sans exception, à 5h15 précise, les filles vivent un réveil cauchemardesque. Imaginez la scène. Vous avez 8 ans, vous dormez paisiblement, et soudain, vous sentez votre lit se soulever doucement sous vous, comme porté par des mains invisibles avant de retomber lourdement sur le sol. Ce qui était amusant ne devient plus drôle du tout. La famille comprend qu'elle est piégée, avec une force qu'elle ne maîtrise pas. À ce moment précis, quelque chose avait changé dans la maison pour de bon. Cette routine du réveil, paranormale, devient rapidement l'une des choses les moins inquiétantes. Les phénomènes changent de nature. Ils passent de l'étrange à l'hostile. La maison commence à puer, littéralement. Les murs sont imprégnés de cette odeur de chair en décomposition. La nuit, des coups résonnent, lents, puissants, souvent par séries de 3, comme une sorte de parodie blasphématoire de la Trinité. Les portes ne grincent plus. Elles claquent avec une violence inouïe au milieu de la nuit. Une présence bien plus sombre commence à imposer sa volonté. Cette entité est remplie d'une haine pure, principalement dirigée contre Caroline. Caroline commence à voir l'apparition d'une vieille femme horrible, à la peau grise et parcheminée, à la tête penchée sur le côté comme si son cou était brisé. Cette apparition est toujours précédée par le même froid horrible et la même odeur de mort. Puis viennent les attaques physiques. Un jour, alors qu'elle est tranquillement assise sur le canapé, Caroline ressent une douleur atroce au mollet, comme si on lui avait planté une aiguille chauffée à blanc dans le muscle. En regardant, elle remarque une petite blessure ronde et du sang. Mais autour d'elle, il n'y avait rien qui aurait pu causer cette blessure mystérieuse. La famille est assiégée dans leur propre maison par une entité qui veut visiblement leur faire du mal. Complètement désespérés, ne sachant plus vers qui se tourner, ils entendent parler d'un couple spécialisé. Ce couple, vous le connaissez, ce sont Ed et Lorraine Warren, les enquêteurs du paranormal les plus connus de leur époque. Ed, c'est le pragmatique, l'ancien flic, le démonologue autodidacte reconnu par l'Église catholique. Lorraine, sa femme, c'est une clairvoyante, une médium née qui ressent ce que les autres ne voient même pas. Quand ils arrivent à la ferme Arnold, Lorraine n'a même pas besoin de franchir le seuil. Elle s'arrête net dans l'entrée et ressent quelque chose, une haine pure ancrée dans les murs. Et cette haine ne vise qu'une seule personne, Caroline. Pendant que Lorraine essaie de garder le contrôle, Ed installe son matériel technique. Enregistreur, appareil photo, microphone. Il interroge toute la famille, un par un. Pour la première fois depuis des mois, les Perron ont l'impression d'être crus, d'être compris. En croisant les visions de Lorraine et les recherches d'Ed dans les archives
De la ville, un nom revient. Bathsheba Sherman. Une femme qui aurait vécu ici, au XIXe siècle, une supposée sorcière, accusée d'avoir sacrifié son propre enfant à une entité satanique. Une femme qui se serait pendue à l'arbre du jardin après avoir maudit 7 terres. Pour les Warren, c'est elle qui tourmente Caroline. Ce n'est pas un simple fantôme, c'est quelque chose de bien plus dangereux. Ils décident d'organiser une séance dans la cave pour tenter d'entrer en contact avec cette entité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette nuit-là, l'enfer ne va pas être chassé, mais invité à l'intérieur. La cave n'est pas une petite cave de banlieue, c'est une vraie cave à l'ancienne, creusée à même la pierre, glaciale, humide, aussi vieille que la maison elle-même. Ce soir-là, toute la famille est présente, tétanisée. Les filles blotties les unes contre les autres, Roger figé mais sur le qui-vive. Caroline au centre, les Warren s'installent, Lorraine commence à se concentrer. Ed sort ses enregistreurs, récite à voix basse les premiers versets en latin. C'est en fait plus qu'une simple séance, c'est un exorcisme déguisé. Sans prévenir, tout bascule. Une explosion de violence, une onde invisible qui fait claquer les ampoules, vibrer les murs. Caroline hurle, mais ce n'est plus un cri humain. Sa chaise décolle littéralement du sol, projetée de l'autre côté de la pièce. Elle s'effondre au sol dans une position anormale. Son dos arqué, sa bouche grande ouverte, ses yeux révulsés. Elle parle, mais ce n'est plus elle, c'est autre chose, dans une langue incompréhensible. Selon Andrea, sa fille aînée, elle a souvent vu sa mère se soulever, suspendue au-dessus du sol. Elle avait les bras ballants comme une marionnette morte. Puis, projetée contre le mur avec une violence qui fait trembler la maison. C'est le chaos total. Les 5 filles hurlent, l'une d'entre elles vomit de terreur. Roger craque. Ce qu'il voit n'est pas une purification, c'est une mise à mort. Il se jette sur Ed Warren, en lui hurlant d'arrêter. Il le frappe, le pousse, le traîne jusqu'à l'escalier. « Sortez de ma maison !» Les Warren, choqués, n'ont pas d'autre choix que de partir. L'intervention est un échec total. La famille Perron se retrouve seule, avec quelque chose qui a été réveillé, provoqué. Cette entité ne veut plus les effrayer, mais les détruire. Dans la vraie vie, l'horreur ne disparaît pas au générique. Elle reste, les Warren sont partis, et l'intervention censée sauver la famille a tourné au désastre. Que faire quand on ne peut pas fuir, que déménager n'est pas une option? On survit pendant encore 9 longues années, de 1971 à 1980. La famille Teche-Perron a appris à vivre avec ça. Ils ont appris à ignorer les bruits dans les murs, à éviter certaines pièces la nuit, à se serrer dans leur lit en espérant que cette nuit soit plus calme. Ils ont appris à cohabiter avec l'invisible, à avancer avec la peur. Ce n'est qu'en 1980 qu'ils ont enfin pu fuir la ferme Arnold. Mais on ne fuit pas vraiment ce genre d'histoire. Même 10 ans plus tard, Andrea, la fille aînée, a fini par tout raconter dans une trilogie de livres. Le film Conjuring, c'est une version édulcorée. La réalité était bien pire. Alors, ont-ils traversé un délire collectif, une psychose familiale alimentée par la peur, ou quelque chose d'ancien, profondément enraciné dans les murs de cette ferme, a-t-il réveillé sa colère? Comme souvent, la vérité n'a pas de forme nette. Elle se dissimule dans les fissures, dans les non-dits, dans le silence des survivants. Et vous, dans cette histoire, vous croyez à quoi? Le débat est maintenant ouvert dans les commentaires. Si vous aimez explorer ces zones d'ombre, soutenez la chaîne avec un petit like. Merci d'être là, mais surtout, ne laissez pas les lumières s'éteindre trop vite ce soir.